Bonjour, je reçois aujourd'hui un profil très expérimenté dans le management, l'audit et le contrôle. La particularité de l'invité que je reçois ce jour est qu'ayant bien effectué des études à l'étranger, notamment en Ukraine et en France, a décidé de rentrer au pays pour contribuer au développement de ce dernier. Sans plus tarder, c'est parti, on y va. Bonjour tonton Gérard. Bonjour Christian, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Parfait, ça va. Très bien. D'emblée, je te remercie de me recevoir dans ton grand et magnifique bureau. Merci. Sans plus tarder et rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Merci Christian. Je suis Dr Gérard Florent Apapou et actuellement je suis le directeur de la société Lemoine et compagnie, également le directeur général de la société ACE Global Bénin et le représentant du groupe Arames au Bénin. Donc, je dirige dans ce bâtiment 3 entreprises. D'accord, très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton enfance? Comment a été ton enfance? Mais je suis issu d'une famille monogame. Mon papa n'avait que ma maman comme épouse. Et de ce couple, il y a eu 4 enfants. Donc, j'ai un frère et 2 sœurs. Ok. Je suis le deuxième enfant donc de cette fratrie. D'accord. Donc, j'ai fait les études primaires, les études secondaires, jusqu'au bac. J'étais même à l'université d'Abou-Bekalavi en 2e année quand j'ai obtenu la bourse en 1988 pour aller étudier en Russie, en ex-URSS. D'accord. Voilà. Donc, si je peux enchaîner rapidement, je suis parti d'ici, je crois, vers fin août 1988, me retrouver à Moscou, où rapidement j'ai été envoyé en Ukraine, précisément à Kiev. Et pendant ce temps, l'Ukraine, la Russie et 12 autres républiques faisaient partie de ce qu'on appelait l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Donc, c'était pas encore l'Ukraine indépendante quand j'étais à Kiev. D'accord. Voilà. Intéressant, intéressant. Et à l'université ici d'Abomey-Calavi, tu as étudié le droit. Le droit. J'ai fait le droit pendant 2 ans. Ok. Donc là-bas aussi, j'ai fait le droit international. J'ai intégré l'Institut des relations internationales de Kiev. C'est le plus grand institut qui forme les diplomates, disons, russes, je veux dire soviétiques. Parce qu'il y en avait 2. Il y avait Mgimo, qui était à Moscou, et il y avait l'Institut de Kiev qui était à Kiev. C'est les 2 grands instituts qui formaient les grands diplomates de l'ex-Union soviétique. Donc, j'ai fait cette école-là. C'est une école élitiste. J'ai eu la chance de faire. Donc, j'étais destiné à travailler aux affaires étrangères. Je suis diplomate de formation. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as choisi d'étudier le droit? Est-ce que c'est par défaut ou il y avait de réelles motivations derrière? Bon, ayant eu un bac A, oui. Et j'avais le choix de la sociologie, le droit, les sciences humaines. Mais parmi toutes ces sciences-là, à cette époque, je pensais que le droit m'ouvrait beaucoup plus d'opportunités que la sociologie, par exemple, les sciences humaines, la géographie et autres. Donc, il y a eu un bac littéraire, je ne pouvais pas aller m'inscrire dans une filière scientifique. Okay. Je pouvais que faire ce que mon bac me permettait de faire pour pouvoir réussir. Et parmi toutes les sciences humaines en ce moment-là, le droit au Bénin était quand même l'une des matières que les disciplines que les étudiants aimaient embrasser. Donc voilà, au moment où j'étais à l'université, on était vraiment nombreux en droit. On appelait notre faculté la Chine populaire. Et les examens étaient tellement sélectifs que ce n'était pas facile de passer d'une année à une autre. Donc j'ai réussi quand même à
à surmonter les épreuves. Et j'étais en deuxième année quand j'ai obtenu la bourse, comme je te le disais. Ok. Et comment on arrive à réussir dans un environnement pareil où voilà, c'est la Chine populaire, il y a du monde, c'est difficile même de trouver un banc où s'asseoir. Les professeurs, je ne sais pas si à l'époque ils faisaient grève, parce que voilà, c'était le cas encore il y a quelques années au Bénin. Et comment on arrive à s'en sortir dans un tel environnement? C'est une affaire d'organisation. Des fois, il nous arrivait de nous asseoir par terre. Si on n'arrivait pas à trouver une place dans l'amphi, des choses là, il y en a qui se mettaient autour de l'amphi pour prendre les cours. Donc, on se débrouillait et ceux qui n'arrivaient pas à prendre, ils prenaient les notes de leurs camarades. Okay. Et après, on allait à la bibliothèque, on faisait les recherches. Ça dépend de chaque personne. La réussite dépend de la manière dont chaque individu s'organise. Le cas général peut ne pas être bon, mais chacun, avec sa conscience, peut se dire, j'ai pas un bon cadre, mais j'ai d'autres opportunités pour me permettre de combler le déficit que j'aurais constaté en moi. Ça a été mon cas. Moi, j'avais quand même pour le secret de travailler tout le programme pendant les vacances, avant la rentrée. J'avais commencé ça depuis le collège. Quand j'étais en quatrième, j'essayais déjà de voir le programme de troisième, les bouquins qui étaient au programme, tout ça. Et quand j'ai embrassé la littérature à partir de la seconde, je lisais déjà tous les livres qui étaient au programme, avant même de me retrouver dans la classe. Okay. Si bien que rapidement, je m'en sortais sans problème. Voilà. Bon, c'est une affaire d'organisation, chacun s'organise à son niveau. Et si on sait que on n'est pas né d'une famille riche, ouais. On sait qu'on doit essayer de faire beaucoup plus que les autres pour pouvoir s'en sortir. Donc, ça a été mon cas. Ok, très bien. Et tu disais que pendant les vacances, tu étudiais, tu anticipais sur les cours de l'année suivante. Mais est-ce que pendant les vacances, tu jobais aussi, tu travaillais pour financer ta scolarité, ou c'était les parents qui prenaient en charge? C'était mes parents qui prenaient en charge. Moi, je n'ai jamais travaillé pour pouvoir financer mes études. Okay. Mes parents n'étaient pas riches, mais ils supportaient la scolarité. On n'a jamais eu de problème. Nos paiements de scolarité et autres, les fournitures qu'ils pouvaient acheter, ils achetaient. Le reste, on se débrouillait avec les camarades qu'il y avait, avec les photocopies et autres. D'accord. Ouais. Donc, je vais passer sur une autre thématique parce que tu m'as pris un peu de cours dans le démarrage. T'as brassé pas mal de questions que j'avais notées. Donc, je vais passer sur la thématique 3 de l'Ukraine. Pourquoi le choix de ce pays? Bon, j'ai compris que premièrement, tu étais allé en Russie, en Moscou, et après on t'a orienté vers l'Institut de droit en Ukraine. Pourquoi j'avais déjà pris, c'était mon choix depuis le Bénin. Parce que l'Union soviétique envoyait les bourses à l'État béninois et on postulait. Et l'Union soviétique dit, j'offre, par exemple, 10 bourses de médecins, 5 bourses d'ingénieurs et tout ça. Donc, mon institut était déjà dedans. Okay. Dans les bourses qui avaient dit, en fait. Donc, moi, j'ai postulé, j'ai gagné. J'ai été choisi. Donc, depuis le Bénin, je savais que j'allais faire cet institut-là. Voilà. Ok. Mais pourquoi pas un autre pays? Ça aurait pu un autre pays. Non, mais ça ne dépendait pas de moi parce que la bourse que j'ai obtenue était une bourse soviétique. Okay. De l'Union soviétique. Donc, le gouvernement russe avait la latitude de répartir les étudiants sur tout le territoire de l'Union soviétique, où il y avait les instituts qui répondaient à la spécialité de chaque individu. C'est comme ça que moi, je me suis retrouvé à Kiev, en Ukraine soviétique. D'accord, moi je vais reformuler. Pourquoi l'URSS alors? L'URSS, parce qu'au moment où moi j'étais à l'université où j'avais postulé, le Bénin était un pays socialiste qui était sur la voie, on faisait ce qu'on appelait ici la révolution. Okay. Donc on était beaucoup, disons, plus orientés vers le gouvernement russe que vers le gouvernement américain. On était, tu sais que en ce moment-là, le monde était divisé en deux blocs. Il y avait le bloc de l'Est qui était socialiste, et il y avait le bloc de l'Ouest qui était plutôt capitaliste. Okay. Le Bénin faisait partie du bloc de l'Est parce que nous faisions pendant ce temps-là ce qu'on appelait la révolution, le marxisme, le léninisme, tout et tout. Donc, c'était ces bourses-là
qui étaient majoritairement offertes au Bénin. Ok. Il y avait aussi les bourses de l'Ouest, mais elles étaient en minorité. Donc, s'il y avait 100 bourses de l'Est, par exemple, il y avait peut-être 2 ou 3 qui étaient pour l'Ouest. Donc, la concurrence était beaucoup plus serrée pour avoir une bourse de l'Ouest que pour avoir une bourse à l'Est. Voilà, dans l'Est. Ok, très bien. Et est-ce que tu te rappelles du premier jour où tu as atterri en Russie? Oui, je me rappelle encore comme si c'était hier, parce que c'était le Tusto Pedissa Titiri, le Tupolev 154, ouais, qui était venu nous chercher. C'était l'un des avions les plus réussis de l'époque soviétique. C'était un appareil vraiment, à ma connaissance, qui n'avait jamais fait de crash. Donc ça venait, il y avait un vol direct entre le Bénin et la Russie, avec escale à Malte ou à Tripoli. Okay. Donc, il était à Cotonou. On faisait soit escale à Malte. Moi, j'avais fait l'escale à Malte. Et directement de Malte, on allait atterrir à Moscou. Donc, moi, j'ai fait Cotonou, Malte, Moscou. À Moscou, il y avait les anciens de l'Union soviétique, c'est-à-dire nos doyens, qui étaient déjà arrivés pour nous accueillir, tout ça. Donc, on était très bien encadrés. Et on nous avait orienté là où on devait faire les examens médicaux, tout et tout. Et finalement, c'est après 3 jours qu'on m'a orienté vers Kiev. Et comment tu arrivais à te gérer financièrement entre le logement, la nourriture, etc., les charges? L'avantage de la bourse soviétique, c'était que c'était une bourse complète. Okay. Quand on parle de bourse complète, ça veut dire qu'il y avait non seulement les billets d'avion aller-retour, il y avait les billets pour la répartition dans les villes, il y avait une bourse mensuelle, les appartements, les foyers étaient gratuits, on ne payait pas d'électricité, on ne payait pas d'eau. D'accord. Donc la bourse était complète. On n'avait pas le droit de travailler. On n'avait pas le droit de travailler, mais on avait une bourse soviétique et nous avions ce qu'on appelait un complément de bourse qui arrivait du Bénin. Voilà. Okay. Donc l'État du Bénin complétait ce que l'État russe nous donnait. Mais en général, on avait bien vécu là-bas parce que nous ne payions ni l'électricité, ni le loyer, ni l'eau. On ne payait rien. Okay. Et puis il y avait les documents qu'on mettait à notre disposition. Il y avait la bibliothèque qui était gratuite. Donc tu restes seulement qu'à étudier, à te mettre dans les conditions normales pour étudier. Okay. Donc quelqu'un qui voulait étudier, qui était parti là-bas pour étudier, avait toutes les chances de réussir. Puisqu'il n'était pas obligé de se lever tôt pour aller travailler quelque part d'abord avant d'aller au cours comme ça se fait actuellement un peu partout, parce que faut supporter les études comme tu l'as demandé. Il fallait pas un petit job à côté, mais nous, on n'avait pas de job, on n'avait pas le droit d'avoir de job, mais on était complètement pris en charge. Okay. On était complètement pris en charge. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées durant ton séjour en Ukraine au début? Moi, personnellement, non. Aucune difficulté? Personnellement, non. Pourquoi? Parce que j'avais un niveau quand même, tous les Béninois qui partaient là-bas avaient un niveau quand même acceptable, supérieur, qui nous permettait d'aborder les études dans de très bonnes conditions. On n'avait pas de problème scolaire, on n'avait pas de problème académique. On n'a pas de problème de subsistance parce que, comme je te l'ai dit, on était couvert complètement. Si n'était pas quelqu'un de, c'est pas moi, de voyou qui te retrouvait dans les foyers des Russes pour aller chercher leurs femmes, tu n'auras pas de problème. Mais si tu te permets d'aller dans les foyers, dans les maisons des Russes, parce que attiré par des femmes, ils ne viennent pas chez toi, mais quand tu te permets d'aller chez eux, ça peut te créer des problèmes. J'avais des problèmes comme ça. Seulement dans ce domaine-là. Mais, que tu sois dans la rue, ou que tu sois à l'université, dans le train, dans le métro, dans le bus, il n'y avait pas d'agression. Personne n'agressait personne. Il y avait on se sentait en pleine sécurité. Moi, par exemple, j'ai jamais eu de problème. Pendant les 6 ans que j'ai passé là-bas, je suis jamais eu de problème. Ouais, je suis jamais allé dans la formature à l'occuper ce soir. Ok. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des différences avec le Bénin, par exemple? Oui.
Il y avait des différences, je veux dire, du point de vue des conditions d'études. Déjà, le climat n'était pas le même. C'est la première fois que moi je rencontrais la neige, où à Kiev, il faisait pendant l'hiver jusqu'à -20, des fois jusqu'à -25. Moi qui suis habitué à +30, +35, et ici au Bénin, je me retrouve du jour au lendemain avec un climat qui était à l'opposé de ce que je connaissais. Mais ce qui est bien, c'est que, j'avais oublié de dire ça, c'est que jusqu'à on arrive là-bas, l'État russe, l'État soviétique équipait les étudiants. Il y avait un magasin qu'on appelle Soum, j'ai jamais oublié, où on vous amenait et chacun achetait, en tout cas, avec un budget, hein, c'est pas que tu iras prendre quelque chose non, avec le budget qu'on te donne, tu prends les équipements d'hiver. La botte d'hiver, et le sapagi, on appelle ça là-bas, le manteau, le palto, le chapeau, la chape. Donc, on avait tout l'équipement, les gants, tout était offert. On avait seulement signé, et voilà, et on s'équipait. Dès les premiers jours. Bon, si là, au cours de l'année, comme tu penses que bon, ça là, tu peux acheter l'autre, tu peux t'acheter avec tes propres moyens. Mais ce qui va te couvrir, qui va te permettre de ne pas avoir froid, est déjà offert dès le départ par l'État soviétique. Ah, c'est une différence. Je disais quelle est la différence entre le Bénin et là-bas. J'ai parlé de froid. Je peux aussi parler des conditions d'études qui sont meilleures là-bas qu'ici chez nous. Je t'ai parlé de la Chine populaire. Oui, de l'université. Alors que là-bas, c'est des amphis où c'était bien aéré, c'était pas surpeuplé. Et on étudiait avec les Russes. Et moi, mon institut, comme je te l'avais dit, c'est un institut, jusqu'alors je te parle, c'est un institut élitiste. Donc, c'était les enfants des grands diplomates qui venaient étudier dans cet institut-là. Donc, c'était une chance pour nous d'étudier aussi avec ces grands-là, les enfants des grands, les grands cadres du parti en ce moment-là, c'était leurs enfants qui faisaient, c'était pas n'importe qui faisait la diplomatie en Union soviétique de l'époque. Donc, c'était vraiment élitiste, c'était filtré, et donc c'était pas filtré. Okay. Voilà. Donc, les conditions filtrées par rapport au Bénin. Voilà. Les déplacements aussi, on avait les bus qui nous amenaient directement à l'université. Donc, pour se prendre le métro, le transport en commun était très développé là-bas. Le transport en commun était très développé. Je pense que c'est encore le cas, si c'est pas la guerre. C'est encore le cas maintenant. C'est très développé, c'était très développé en ce moment-là. Voilà. Donc, on avait étudié, moi, personnellement, ou surtout fait Kiev, parce que Kiev faisait partie des meilleures villes de l'ex-Union soviétique. Kiev, c'était l'une des meilleures villes, parce que c'était une ville verte, il y avait la verdure partout, c'est très belle ville. Le climat aussi n'était pas mauvais, parce qu'il faisait pas trop froid, en hiver, il faisait pas trop chaud, en été non plus. Donc, les conditions étaient bonnes pour faire de bonnes études, et ça a été mon cas. J'ai étudié dans de bonnes conditions à Kiev, jusqu'à la fin de mes études. Ok. Donc, tu disais que tu as vécu là-bas 6 ans. De 1988 à 1994. Ok. Et comment as-tu réussi à t'intégrer durant ces 6 années? Bon, l'intégration a été facile parce que... Bon, j'ai compris qu'il y a eu un accueil des anciens, mais après, une fois que chacun est lâché dans sa vie... Oui, l'intégration est facile parce que les Russes faisaient en sorte que les gens qui pouvaient parler leur langue ne se retrouvent pas dans les mêmes chambres de foyer, dans les foyers. Moi, j'étais resté, par exemple, si mes souvenirs sont encore bons, j'étais resté avec un Mozambicain et avec quelqu'un d'autre, et on ne pouvait pas parler français. Nous étions tous obligés de nous débrouiller en russe pour pouvoir communiquer. D'autres restaient avec les Russes, d'autres restaient après, faisaient en sorte que deux Béninois ne se trouvent pas dans la même chambre. C'est vrai, ça. Voilà, ça permet d'être obligé de parler la langue russe. Et puis, tu sais que la première année, ce qu'on appelle l'année préparatoire, c'est pour l'étude de la langue et l'histoire du pays. Les deux grandes matières, c'était
le Ruski Yazid et l'histoire de l'Union soviétique. Bien sûr, la Russie ancienne et la littérature. Donc, c'était les 3 matières principales qu'on faisait pour pouvoir connaître la langue. Mais 6 mois après, on connaît déjà le russe, on se débrouillait déjà bien. Et après 1 an, on prenait déjà, quand on a commencé déjà à prendre les cours dans la spécialité en russe. Donc, c'était pas tellement difficile. Et puis, nous, on a vécu dans une cité universitaire. Il y avait une vingtaine de grands bâtiments de 10 niveaux. Des fois, il y a des bâtiments de 5 niveaux, mais la plupart étaient des bâtiments de 10 niveaux où on mettait les étudiants. Donc, c'était un quartier d'étudiants, en fait. C'était un peu plus reculé de la ville, sans ville. Voilà. D'accord, ok. Donc, c'était les étudiants, il y avait au moins 90 nationalités comme ça qui s'étaient retrouvées. Du monde entier, quoi. Ouais. Voilà. Donc, nous étions obligés de communiquer. Ça a permis de vite connaître la langue. Voilà. De vite s'intégrer. Et quelle a été la plus-value de cette expérience pour toi? Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Déjà, le diplôme. Oui, bien sûr. Le diplôme, puisque ça m'a permis aussi de connaître un peu le pays, parce que moi, j'avais eu la chance au moment où j'étais encore là-bas, en première année, je crois, en première année, j'avais eu une bourse là-bas encore pour aller me reposer à Sochi. Comment ça se faisait? C'est-à-dire, on prenait les meilleurs, ils sélectionnaient les meilleurs à qui ils donnaient ce qu'on appelle les Putyovka. Donc, les coupons, on te donnait complètement en charge, voyage, hôtel, tout et tout, pendant 15 jours, ou pendant les vacances. Moi, j'ai eu la chance 2 fois. La première fois, je partais à la fin de la première année, j'étais allé à Sochi, pour être à la mer Noire. Et la deuxième fois, j'étais allé en montagne, à Helsinki. Helsinki, c'est une ville montagneuse de l'Union soviétique que je n'allais jamais connaître si je n'avais pas eu cette opportunité de dire frère, j'étais pareil. Donc, c'est des choses qui marquent. J'ai regardé ces 2 villes-là. Ça veut dire que ça m'a quand même marqué. Oui, bien sûr. Ça m'a marqué, ça m'a fait plaisir parce que on a apprécié que j'ai été parmi les meilleurs. Moi, j'étais pas seul, mais les meilleurs étaient choisis et récompensés de cette manière. Ok. Mais humainement, est-ce que ça t'a permis de développer certaines qualités? Oui, bien sûr, puisque, comme je te le disais, il y avait plusieurs nationalités. Oui. J'étais plus avec les Mininoirs, donc, rassage, vous êtes obligé de communiquer, vous êtes obligé d'entretenir des relations, vous êtes obligé de tout faire pour montrer votre bon côté, pour être parmi les meilleurs. Donc, la compétition était saine. Et le fait que ce soit ce microcosme-là qu'on retrouve là-bas, a forgé beaucoup de choses. Moi, par exemple, je peux vivre dans n'importe quelle condition après cette expérience. Je peux vivre dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle condition. Je suis sûr que j'ai déjà vu, disons, un homme de cette région-là quelque part, si ce n'est pas en Russie, avec qui j'avais frotté. Donc, je n'ai plus je fais que avoir un tract quand je rencontre des étrangers, par exemple, ça ne me dit plus rien. Il y a des gens, quand ils voient des gens d'autres races, d'autres couleurs, d'autres pays, ils ont ce tic-là. Moi, par exemple, j'ai vécu avec ces gens-là pendant 6 ans. J'avais vécu avec des Portugais, des Français, des Italiens, je parle de l'Europe de l'Ouest. Les Africains n'en parlent pas. Il y avait presque tous les pays africains qui étaient européens. Le Moyen-Orient, les Arabes, les Syriens, les Pakistanais, les machins, tout ça. On était tous là-bas. On avait tous, on était tous dans les écoles, donc on se voyait tous les jours. Donc, je connaissais presque toutes les races du monde. Parce que tout ça là se retrouvait dans mon université parisienne. En miniature. Oui, en miniature. Donc, moi, plus rien ne m'étonne, quoi, comme on le dit. Je connais toutes les sortes du bec qu'il y a sur la terre. J'ai eu l'échantillon là en Union soviétique pendant mon séjour. D'accord. Et est-ce que tu conseillerais à un jeune d'étudier toujours aujourd'hui dans l'Union soviétique, que ça soit en Russie ou en Ukraine, excepté la guerre, bien évidemment. Maintenant, il y a plus d'Union soviétique, il y a des États indépendants. Oui. Voilà, et ce n'est plus
comme en notre temps où la bourse était complètement gratuite. Même les bourses que les Russes donnent actuellement à nos gouvernements en Afrique, c'est plus des bourses, disons, gratuites à 100%. C'est des demi-bourses. Donc, c'est les étudiants eux-mêmes qui achètent leur billet d'avion, par exemple. Ils supportent une partie des études là-bas. Ils payent leur logement. Donc, c'est plus ce que nous, on avait vu. Il y a des gens qui continuent à aller là-bas, surtout les moyens, puisque tout est pratiquement nivelé, que ce soit ici, en France ou aux États-Unis, il faut les moyens pour étudier à l'étranger. C'est de plus comme en notre temps où nous, on avait bénéficié de la gratuité totale. Maintenant, que tu choisis d'aller dans n'importe quel pays, il faut d'abord avoir les moyens. La bourse n'est plus complètement gratuite, c'est plus une bourse à 100%. Est-ce que tu sais pourquoi la bourse n'est plus prise à 100%, n'est plus couverte à 100%? Oui, parce que si je prends le cas de la Russie, par exemple, la Russie, c'est pas l'Union soviétique. Donc, ils ont des moyens beaucoup plus limités que les moyens qu'avait l'Union soviétique. Et après la dislocation de l'Union soviétique, il y a eu beaucoup de difficultés pour les nouveaux États indépendants à partir de la Russie. La Russie aussi avait de très grosses difficultés dans les années 90, quand l'Union soviétique a éclaté, c'était difficile à la fois pour les Russes, pour les Ukrainiens, pour les Tatars, pour les Tadjiks et autres, pour les États qui faisaient partie de toutes les républiques qui faisaient partie de l'Union soviétique avaient des difficultés parce que le pays était construit de telle manière que il y avait, disons, une spécialisation par république. Si je prends le Tupolev 154 dont j'ai parlé au début, peut-être que la roue était fabriquée, c'est pas moi, au Tadjikistan, le moteur en Ukraine, les ailes en Russie, c'est pas moi, le cockpit dans les États baltes. Voilà que du jour au lendemain, tout a disloqué. Donc tout ça là, cette partie-là sont devenues indépendantes. Et pour construire un avion, actuellement, la Russie n'avait plus la possibilité parce que l'aile qui était fabriquée, la Russie ne se retrouvait qu'avec les ailes. Ouais. Avec les ailes seules, tu ne pourras pas faire voler un avion. C'est sûr. Ouais, donc, j'ai donné un exemple comme ça bien sûr. pour te donner une idée de ce que c'était après la dislocation. Donc, ça a été comme ça, juste à ce que le gouvernement qui est là maintenant a pris les choses en main et a pu rétablir les grands équilibres macroéconomiques du pays et ils en sont là où ils en sont aujourd'hui. Ok. Donc, quatrième thématique, retour au pays. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as décidé de rentrer au pays? La dislocation de l'Union soviétique? Pas nécessairement, parce que moi, j'avais fait un institut où je pensais pouvoir travailler aux affaires étrangères en tant que diplomate. Donc, quand je suis rentré, en même temps, quand j'ai fini les études, j'étais pressé de rentrer parce que c'était en ce moment-là où l'État ne recrutait plus, c'était vers la fin des recrutements. Avant, au Bénin, quand vous finissez vos études, en même temps, on vous programme, c'est-à-dire l'État vous répartit dans les entreprises privées, publiques et autres, parce qu'il n'y avait que des entreprises publiques à l'époque, sous la Révolution. Moi, j'ai terminé mes études, non pas sous la Révolution, mais sous le renouveau démocratique. Parce que tu sais qu'il y a eu la conférence nationale chez nous en 1990. Moi, je suis rentré en 1994. C'était le président Soblo qui était encore au pouvoir à ce moment-là. Et il y avait le Fonds monétaire qui était arrivé avec le programme d'ajustement structurel. Donc, on ne recrutait plus systématiquement les gens. Il fallait passer des concours. Moi, j'étais prêt pour le concours. Je suis rentré dans l'espoir de rentrer aux affaires étrangères en tant que diplomate. Et malheureusement pour moi, quand j'étais arrivé, l'État béninois a pris un décret, le gouvernement béninois a pris un décret et qui empêchait les gens qui ont fait les facultés générales de passer les concours. Et seuls ceux qui ont fait les instituts et écoles de formation pouvaient passer les concours, n'importe quel concours au Bénin. Au moment où je rentrais, il y avait ce décret-là interministériel qui avait été pris. Pour m'empêcher, moi, je prends mon cas, pour m'empêcher, moi, par exemple, les gens qui ont fait mon institut, qui est une école professionnelle de diplomates qui a formé la plupart des diplomates qui ont servi aux affaires étrangères. Donc, c'est une école qui était bien connue. Pour nous empêcher de passer le concours, on nous a donné la maîtrise comme équivalence.
Parce que nous, on était rentré avec notre master. Le master n'est pas la maîtrise. La maîtrise, on l'a en 4 ans. Nous, on a fait notre master en 5 ans parce que je ne considère pas l'année de langue. Ok. Donc, on a fait 5 ans d'études. On peut pas nous donner une équivalence. On a fait 5. Moi, j'ai fait 5 ans d'études dans un institut de formation, dans une école de formation, et on me donne l'équivalent de maîtrise en droit. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait une maîtrise en droit. J'ai fait un master en relations, en droit et relations internationales. Ok. Donc, pour m'empêcher d'aller au concours, on m'a donné une équivalence qui m'a pas permis de concourir parce que qu'on a rejeté mon dossier. On a dit, votre équivalence, vous savez, il y a un décret qui dit que c'est seulement ceux qui ont fait les études. J'ai dit, mais moi, j'ai fait une école. On a dit, non, mais votre équivalence dit que vous avez une maîtrise en droit. Donc, on m'a empêché de passer. Mais c'est qui fait l'équivalence? Il y a un comité du ministère de l'enseignement qui donnait les équivalents de tenue. Il y a le comité d'équivalent de diplôme. Donc, c'est une commission. Ils ont fait en sorte pour nous empêcher tous ceux qui ont fait l'Union soviétique qui nous passent. C'est seulement les ingénieurs qui sont passés outre. Qui ont réussi à passer, disons, cette étape-là. Parce que on pouvait pas ingénieurs, je ne peux pas on pouvait pas leur donner un truc académique parce qu'ils ont fait un truc professionnel. Il n'y avait pas de doute possible, quoi. Oui. Mais moi aussi, il ne devait pas avoir de doute possible, puis c'est une école qu'ils connaissent déjà. Parce que l'école a formé des gens depuis 1960 pour le Bénin. La plupart des grands diplomates du Bénin ont fait là-bas. Mais pourquoi moi, on m'a donné l'équivalent de maîtrise en droit? C'est pour m'empêcher de passer le concours. Mais donc, quel était le motivation? Oui, c'était pour favoriser les gens qui ont fait l'ENA ici. C'était pour favoriser les gens qui ont fait l'ENA ici. Tu vois, au lieu de nous laisser concourir tous pour voir qui est qui, on nous a exclus, nous, et on a permis à ceux qui ont fait l'école normale d'administration au Bénin de passer c'est eux qui ont été recrutés en masse. C'est comme ça que moi, je me suis orienté dans le privé, je me suis retrouvé dans le privé. Et sinon, j'étais destiné à être diplomate, travailler dans les ambassades, devenir ambassadeur. C'était mon rêve. J'ai fait les études pour. Donc, si je comprends bien, donc c'est ce qui t'a motivé aussi à rentrer. C'était pour prendre un poste aux affaires étrangères. Oui, c'était pour rentrer aux affaires étrangères. Mais ça n'a pas marché parce que l'équivalence qu'on m'a donné ne m'a pas permis de passer les concours. Donc, il fallait faire autre chose. C'est comme ça que je me suis orienté vers le privé et depuis, je suis dedans. D'accord. Et est-ce que quand tu as pris la décision de rentrer, ta famille, ton entourage t'a encouragé dans ce sens? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup qui ont du mal à rentrer au pays parce que ils ont peur d'être mal vus, d'être jugés comme quelqu'un qui a échoué, qui n'a pas pu réussir à l'étranger. Ça dépend. Nous, on était boursiers de l'État. On n'était pas allés en aventure. Le cas où tu donnes, le cas que tu présentes, c'est les gens qui sont partis en aventure. Par exemple, quelqu'un qui s'est levé un jour, qui dit, bon, j'irai en France, j'irai me chercher en France, j'irai tenter de réussir en France. Et s'ils échouent et qu'ils reviennent là, c'est un échec. Mais moi, j'étais allé étudier pour revenir travailler pour mon pays. Donc, le retour, c'était ce qui était souhaité. Les parents attendaient les retours. C'est quelques rares personnes qui sont passées outre et qui sont restées là-bas. Si tu prends 10 personnes qui ont fait l'Union soviétique, c'est à peine 2 qui sont restés. Les 8 autres sont rentrés ou ont été ailleurs, ont été fait quelque chose d'autre. Parce que les Russes aussi encourageaient à partir. Okay. Ils formaient les gens, mais ils encourageaient à venir montrer ce que vous savez faire dans votre pays. Ils n'étaient pas dans la logique de l'Ouest où on créait des conditions pour que les gens puissent rester. Non, eux, ils voulaient aider les nouveaux États africains, tout ça, en formant leur cadre. Ils veulent que ces cadres-là retournent, faire leur expérience chez eux. À cause aussi, ils facilitent le retour au pays. Tu vois, parce que après ça, déjà, si tu finis les études là-bas, tu n'as plus le visa de rester. On te compte déjà les jours. Pour continuer, tu es obligé peut-être de faire le doctorat ou à toi. Tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas rester là-bas comme ça. Là, tu deviens clandestin. Ok. Ouais, donc, c'était organisé de telle manière qu'à la fin, on doit rentrer. Voilà. Donc, je suppose que tu connaissais déjà ta date de retour au pays. Et est-ce que tu t'es préparé en amont? Est-ce qu'il y a eu une préparation qui a été faite?
Si je prends moi mon cas, je n'ai pas fait de préparation particulière. Les petites économies que j'ai faites en Union soviétique, je suis reparti avec. Okay. Et moi, mon cas est particulier parce que moi, je me suis marié là-bas. Ah, ok. Je me suis marié à Kiev, dont j'ai rencontré mon épouse là-bas. Je l'ai rencontrée, elle était aussi étudiante à l'Institut des Arts. Moi, j'ai fait l'Institut des Relations Internationales. Elle a quitté la Russie pour venir, parce que c'était le même pays. On pouvait quitter, c'est pas moi, les pays baltes, et venir étudier en Ukraine. C'était le même pays. Donc, elle a quitté, ça vient de Ekaterinbourg pour venir étudier à Kiev. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans un jardin public. Tu connais les VDRA? Non. Ah, tu connaissais plus. Voilà. Les VDRA, c'est de grands jardins publics. Avec des fontaines. Avec des fontaines, avec des fleurs, les oiseaux, les oiseaux. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme là-bas. Et comme ça, on a sympathisé. On se retrouvait aussi à la bibliothèque et je me suis marié. J'ai eu ma première fille, Stéphanie, là-bas. Donc, on devait rentrer après les études. Moi, je suis rentré d'abord en 1994. Et ma femme et ma fille sont revenus me rejoindre un an plus tard. Donc, c'était pour aller préparer le terrain. Le terrain avant leur Moi, je suis rentré. Donc, quand je suis rentré, elle est repartie chez elle, chez ses parents. Et quand j'ai essayé de faire quelque chose pour pouvoir l'accueillir, et voilà, on a commencé petitement. Je sais, c'est que là où nous sommes aujourd'hui. Très bien. Donc justement, ça tombe bien. La transition va passer à la 5e thématique, sachant qu'il y en a encore 2 autres. Et ce sera la fin du podcast. Donc c'est la vie professionnelle. Quand tu es rentré au pays et que tu as eu malheureusement eu l'échec du concours, tu n'as pas pu participer. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Donc moi, j'avais l'avantage d'avoir fait dans mon institut aussi le droit privé. Ok. J'ai fait sur le droit international privé et j'avais fait mon mémoire sur le droit et la pratique des transports multimodaux. C'était mon thème, ça, le thème de mon mémoire. Baba qui pratica sleshnik et le droit et la pratique des transports multimodaux. Donc, quand je suis arrivé et quand mon premier choix n'a pas marché, j'ai commencé à regarder les entreprises de logistique. Donc, j'ai demandé à faire un stage au CNCB, qui était le Conseil national des chargeurs du Bénin. Donc, j'ai été accepté là-bas, j'ai fait mon stage pendant un certain temps. Après, il y avait le directeur général adjoint de Lemoine et compagnie, qui devait aller en mission, en tout cas, devait aller faire une spécialisation et qui a demandé à libérer sa place. J'étais encore au CNCD quand le PDG de Lemoine a dit à un de ses amis qu'il aurait besoin d'un cadre comme ça pour pouvoir prendre la place de celui qui parlait. Donc c'est comme ça que moi j'ai eu la chance. En 1999, je suis rentré en 1994 comme je t'ai dit. Donc quand j'ai fait tout ça là, 5 ans après, je me suis retrouvé ici et le premier poste qu'on m'a donné, c'était attaché de direction. Et je suis remplacé avec le titre de directeur général adjoint. Okay. Et comme moi j'étais jeune, je suis arrivé, on m'a d'abord mis attaché de direction pour me tester, tout ça, pour voir si je peux prendre la place de directeur général adjoint. C'est comme ça qu'on m'a embauché ici. Et la première des choses que j'ai faites, d'abord ce que j'ai remarqué, c'était que moi, ma deuxième langue était le russe. Le français, la première langue, le russe, la deuxième langue. Mais ici, dans le commerce international, c'est plutôt l'anglais. Il fallait connaître l'anglais parce que 90 à 95% des messages qui passaient ici étaient en anglais. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme je te l'ai dit, j'aime pas me retrouver dans des situations où je vais monter de carence. Je me suis inscrit à mes frais à l'ambassade des États-Unis, pour apprendre la langue, pour faire prendre des cours de langue anglaise là-bas. Donc j'ai fait 2 ans. J'ai eu tous les diplômes pendant les 2 ans. Je me suis mis à niveau pour pouvoir prendre la place qu'on me proposait. Parce que c'est bien beau de connaître le russe,
Mais ce n'est pas eux ce qu'on écrit quand on fait cela. Il faut vraiment se mettre au niveau en anglais. Je me suis mis au niveau 2019 à 2020. J'étais déjà bon. J'avais déjà ce qu'il me faut pour pouvoir bien comprendre les messages, pour pouvoir bien écrire. C'est vrai que j'ai fait le temps de la pratique. Hein, parce que pour pratiquer, il faut que vous soyez deux, que vous parlez. À part ce que les appels téléphoniques et tout et tout. Mais l'écrit là, l'anglais écrit qui était 80% ce qu'on faisait ici, je savais, j'ai déjà maîtrisé ça. Donc c'est comme ça que j'ai pris le poste. Et comme ça, rapidement, ce qui est là, j'ai appris à faire le transit, à faire la conciliation des navires, à faire la détention de marchandises. Donc c'est comme ça que je me suis reconverti à la logistique. Et je suis dedans depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et quand tu étais arrivé quand tu étais arrivé la première fois en tant qu'attaché de direction, est-ce qu'il n'y avait pas des anciens qui étaient déjà présents avant toi et qui te jalousaient ou parce que certainement il y avait les bruits de couloir, ils ont dû avoir cette info que tu étais censé remplacer Non, parce que moi, comme je te l'ai dit, la chance que j'ai eue, c'est celui qui était là qui veut partir. Oui. Je suis pas venu remplacer quelqu'un qui est encore là. Non, qui veut partir, mais autour de ce directeur, il y a peut-être d'autres collaborateurs aussi qui visaient le poste. Bon, comme c'est une entreprise de logistique, la plupart des employés étaient des exécutants. Okay. Donc, un exécutant ne pouvait pas prétendre à une place de direction, à plus forte raison, à prendre le poste de directeur général. Il fallait avoir un certain niveau. Personne n'avait mon niveau, personne n'avait de master qui pouvait rivaliser avec moi. Celui que je suis en passé avait un master. Et il partait pour faire un doctorat. Donc, ceux qui pouvaient prétendre chose là n'ont pas le niveau, ils pouvaient pas, ils étaient inférieurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parfaitement. Donc, c'était pas, on s'est pas retrouvé dans un milieu de cadres où il y avait beaucoup de cadres de même niveau. C'est là où la compétition devient rude. Là, moi, je suis venu remplacer quelqu'un qui s'en va. Donc, je suis pas venu prendre la place de quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui s'en allait. C'est une chance pour moi. Absolument. C'est pour ça que je suis là jusque-là. Parce que d'attaché de direction, je suis passé directeur général adjoint quelques années après. Et de directeur général adjoint, je suis passé directeur général. Ça fait 23 ans que je travaille pour la même entreprise. Donc, on m'a donné le moine. J'ai enfanté ACE Global et j'ai enfanté Arames. Donc, on m'a donné une entreprise et la maison s'est retrouvée avec 3 entreprises. Donc, c'est moi qui ai amené ACE Global ici au Bénin. Parce que ACE Global, c'est une structure mondiale, c'est une multinationale qui fait la tiers détention. La tiers détention, c'est quoi? La tiers détention de marchandises. Les banques financent l'achat, par exemple, d'un bateau de riz. Une banque finance l'achat d'un bateau de riz. L'importateur de ce bateau n'a pas le cash pour pouvoir couvrir tout ce qu'il faut pour sortir le bateau. Donc, la banque a financé. Mais quand la banque finance, la banque veut avoir des garanties. Et la marchandise constitue la garantie de la banque. Donc, la banque a besoin de tiers détenteurs pour pouvoir prendre le contrôle de la marchandise pour son compte. Donc, l'importateur qui a importé, les marchandises sont dans son magasin, mais les marchandises ne sont pas encore à cet importateur parce qu'il n'a pas encore fini de payer là-bas. Donc, la banque, moi, me sollicite et moi, je vais prendre le contrôle du stock dans le magasin de l'importateur et il ne peut pas sortir qu'un seul sac de riz sans que moi, je lui donne l'ordre de sortir et moi, je ne peux pas donner l'ordre de sortir tant que la banque ne me donne pas la relâche. C'est ça la tiers détention. Donc, j'ai amené une structure de tiers détention qui est ACE Global, qui fait ça. Et voilà, donc on fait le transit. Ici, nous faisons le transit. On fait la conciliation de navires, on fait la tiers détention de marchandises et on fait le courrier express avec Arames.
Ah, ça fait pas mal, Voilà. d'activités. Et comment on arrive à gérer au quotidien les humains avec lesquels on travaille? Est-ce que ça doit pas être facile, j'imagine? Naturellement, vous savez, là où il y a un groupe d'hommes, il y a toutes des difficultés parce que tout le monde n'a pas le même caractère, tout ça. Mais, dans une entreprise, il y a la discipline de groupe, il y a le règlement intérieur, il y a le droit du travail. Donc, chacun doit rester dans la limite de cette prérogative. Quand vous débordez, quand vous faites une bonne subordination, il y a les sanctions qui tombent. Donc, moi, par exemple, ma petite expérience, pour les 3 entités-là, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Ce qui doit arriver, ce qui doit appartenir à alpha, il faut lui donner ça. Ce qui doit revenir à bêta, tu lui donnes ça. Et ce qui doit arriver à moi-même, il faut qu'on me le donne. Donc, nous faisons de telle sorte que l'ambiance de travail soit saine, soit une ambiance saine. Et quand c'est comme ça, pratiquement, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, les choses vont comme sur des roulettes. Okay. Il faut que d'abord le management prenne l'habitude de ne pas faire trop de pression sur les subordonnés, sur les employés. Il faut essayer de responsabiliser les gens. Il faut essayer de déléguer au maximum les pouvoirs, les responsabilités, les tâches. Parce que si toi, tu dois faire tout toi-même, tu te rendras compte que ça ne pourra pas marcher. Moi, par exemple, je voyage beaucoup. S'il doit cumuler tout sur moi, quand je serai pas là, dans le pays, qui c'est qui va faire le travail? Donc, moi, j'ai délégué les choses et chacun fait me rend compte. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui doit être fait et qui n'est pas fait, j'interpelle celui qui doit le faire. Et j'ai appris à tout le monde à faire le travail. Donc, moi-même, je me sens libre. C'est comme ça que le patron qui m'a réussi ici m'a appris à faire le travail. Et lui-même s'est senti libre. Donc, je suis là maintenant. C'est une seule fois que les gens sont libres. Mais le travail continue. Voilà, c'est parce qu'il doit signer quelque chose que la personne a insisté pour que j'ouvre. Parce qu'il y a le client qui attendait. Okay. Donc, moi, j'ai appris à déléguer. Quand tu délègues, tu es un peu plus relax. Ok, c'est intéressant. Et comment tu arrives à gérer à distance? Puisque oui, tu disais tout à l'heure que tu voyages beaucoup. Mais comment tu arrives quand même à avoir un œil sur l'activité? Ou tu te bases que sur les comptes rendus? Nous sommes dans un monde connecté. Ouais. On est dans un monde connecté. Et j'allais te poser la même question. Comment est-ce que les gens se sont débrouillés pendant le Covid? Ils travaillaient à domicile, ils travaillaient à distance. Donc, c'est comme ça pour moi, je travaille aussi à distance. Quand je ne suis pas là, il y a les mails que je vois tous les jours. Il y a les groupes dans lesquels on est. Il y a ce qu'on doit faire. Si je vois que quelque chose n'est pas fait rapidement, malgré que ce soit aux États-Unis, en France ou n'importe où, j'interpelle directement la personne qui dit, j'ai pas encore vu ceci. Si c'est un chèque qu'il fallait signer, j'ai l'habitude de signer des chèques que je laisse. Je vois la plupart, je ne fais jamais plus que 15 jours, maximum un mois avant de revenir. Je signe des chèques à blanc que je répertorie, bien entendu. Et à chaque fois, avant que le comptable le décaisse, il doit m'informer et j'essaie de le mettre de l'ordre pour savoir que ce chèque-là, c'est une organisation. C'est une affaire d'organisation, donc je me suis bien organisé. Que je sois là ou que je ne sois pas là, le travail marche. Et je travaille beaucoup à distance. Je suis mes employés à distance et habituellement ça va, je ne me plains pas du tout. Okay. Et sur la même thématique vie professionnelle, et comment on arrive à recruter de bons profils? Parce qu'au Bénin, je pense que ce n'est pas évident comme dans d'autres pays en Afrique de trouver des personnes assez compétentes. Ou même quand il en existe, il n'y a pas de canaux qui facilitent justement le recrutement de ces profils. Comment toi tu arrives à les trouver? Bon, pour les grandes entreprises, le problème ne se pose pas. Parce qu'il y a toujours des cabinets de recrutement. Ouais. Il y a des cabinets de recrutement de ressources humaines qui existent comme dans tous les pays, pour les grandes entreprises. Voyez-vous? Mais pour les petites entreprises comme la mienne, par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent déposer eux-mêmes leur dossier.
Ok, spontanément. Spontanément, quand les gens qui finissent, qui viennent déposer le dossier, et chaque fois, qu'est-ce que nous faisons quand on a besoin de recruter du personnel? On reprend ces dossiers-là. On voit ceux qui collent plus aux besoins de l'entreprise. On peut sélectionner 5 parmi sur cette liste-là, et on les invite, et il y a un petit comité qu'on met en place pour les interviewer. Et au finish, on retient une personne. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai, par exemple, ACE, quand j'ai voulu recruter pour ACE, c'est comme ça que j'ai fait. Puis c'est la méthode, ça fait partie des procédures du groupe. ACE, comme je te l'ai dit, c'est un groupe, c'est basé à Genève, qui sont aussi à Dubaï. Donc, ils ont des procédures que nous avons l'obligation de respecter. Donc, il y a une procédure concernant on ne recrute jamais, tu peux pas recruter quelqu'un de ta famille. Par exemple, à ACE, c'est exclu. Tu peux pas recruter un parent, non. Même si elle a la compétence, tu peux plus, on va avoir 2 patronymes, jeunes là, même patronymes dans la, c'est contre leurs règles. Même si c'est 2 personnes qui ne se connaissent pas. Comme ils ont le même nom de famille, ça ne marchera pas. C'est justement pour empêcher que les gens ne transforment les entreprises en entreprises familiales. Et c'est la preuve de l'échec de beaucoup de gens au Bénin. Parce que, au Bénin, les gens qui peuvent travailler avec les leurs. Ils ne veulent pas regarder la compétence. Comme c'est mon frère, c'est déjà bon. Oh, nous sommes plus à cette ère-là maintenant, mais avec l'informatique, tout ça, il faut avoir un bon niveau. Il faut vraiment ouvrir la compétition. Lancer la compétition et choisir le meilleur parmi ceux qui se seraient présentés. Donc, il y a plus l'avantage du frère, du cousin, de la famille. Voilà. Donc, c'est pour la réussite de l'entreprise qu'on adopte ces méthodes-là, ces procédures-là. Et c'est comme ça que j'ai appliqué la même chose à Lemoine, à Arès. Déjà que je ne connaissais pas. Je me suis basé sur leur CV. Et comme ça, voilà, j'ai pu avoir de bons personnels, de bonnes personnes qui travaillent avec moi. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'éviter au maximum de recruter des gens de la famille. Moi, je préfère aller négocier avec un ami qui veut me recruter. Je vais passer quelqu'un de ma famille et prendre quelqu'un de sa famille à lui. Parce que quand c'est des frères, ils ont dit, oh, c'est pour mon frère, de toute les façons, il fera rien. Et ça tue l'entreprise. Faut rechercher pour tous les gens qui sont compétents. Ils peuvent être n'importe quoi. Hein? Et ton frère a fait sa propre entreprise. Mais, comme c'est ton frère, il n'a pas le profil et tu le devais ici, il va lui aussi va dire qu'il est ton frère. Et il va t'empêcher d'évoluer. Donc, moi, je suis plus à cette étape-là. Moi, quand j'ai besoin de recruter, je regarde ceux qui sont compétents, je lance la compétition, je prends le meilleur mardi, ceux qui se présentent. C'est comme ça qu'il y a beaucoup qui me connaissent pas et qui travaillent avec moi. Super. Alors, on va passer à la avant-dernière thématique. Donc, j'ai mis USA, États-Unis. Donc, on discutait juste avant le podcast, tu m'expliquais que tous tes enfants sont aux États-Unis. Est-ce que c'est un choix, les États-Unis, est-ce un choix de tes enfants même ou c'est un choix pris de concert avec eux? C'était un choix de ma fille aînée. Ok. De Stéphanie. Donc, c'est elle-même qui a trouvé son école. C'est elle-même qui s'est débrouillée depuis qu'elle était en terminale. Elle voulait aller étudier aux États-Unis. Et elle a trouvé l'école. Elle a même trouvé une représentation ici qui formait les gens pour aller dans cette école-là. D'accord. Et moi, mon travail n'a été que de rassembler le financement pour pouvoir réussir le projet. Donc, c'est comme ça que Stéphanie s'est retrouvée aux États-Unis. Si elle avait un bon dossier, tu sais, pour avoir une bourse d'études aux États-Unis, c'est pas facile, hein. Je veux dire, pas une bourse d'études, un visa étudiant pour aller étudier aux États-Unis, avoir le visa ici à l'ambassade. On vous demande vos bulletins de la seconde jusqu'en terminale. On vous demande votre relevé de notes au baccalauréat. Donc, elle était en première, comme j'étais première depuis la 6e. Donc, les 3 dernières années, là, c'était des très bons bulletins. Il était première de Notre-Dame, au bac, tout ça. Donc, tout ça a permis rapidement d'avoir le visa. Donc, elle avait déjà l'école, elle a choisi l'école, elle a fait une formation
avec les représentants de l'école ici. Et moi, j'ai seulement cherché l'argent pour accompagner. Donc, si ça aurait été un autre pays, tu l'aurais quand même suivi. Oui, c'est elle qui a choisi. Ok. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu laisses tes enfants choisir la destination d'études et tu les accompagnes dans leur... Donc, comme la première a choisi les États-Unis, elle a orienté tous ses frères et sœurs vers les États-Unis parce qu'elle s'est installée et ça a marché pour elle. Ok. C'était pas facile au début. Naturellement, elle était partie à 17 ans. Donc, elle qui a fait un bac en série littéraire ici, elle s'est retrouvée aux États-Unis et elle voulait faire quelque chose de technique parce que c'est ça qui permet d'avoir de petites aides de l'État. Les Américains veulent encourager les femmes à embrasser le domaine technologique, les sciences exactes. Parce qu'ils se sont rendus compte que les femmes sont plutôt dans le littéraire, dans l'administratif, management, tout ça, mais très peu s'orientent vers les mathématiques, la physique et autres. Donc, si toi tu es une fille et que tu t'orientes vers ces choses-là, il y a de petites bourses que des fonds, des machines, tout ça la donne. Donc, elle a commencé par aller. Elle a appris ça. Elle qui était partie pour faire business administration rapidement, elle s'est orientée vers l'informatique. Et en même temps, ça a marché pour elle parce que des petits bourses ont commencé par venir, tout ça. Et c'est ça, moi, ça m'allégeait la tâche. Parce qu'aux États-Unis, pour étudier, c'est pas facile. Ça fait au moins $35,000 par an. $35,000 par personne par an. Non. Bon, c'est pas comme en France où l'étude est pratiquement gratuite. Là-bas, il faut avoir les moyens. Alors, est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement étudier à l'étranger pour parfaire ses compétences et réussir professionnellement au Bénin ou dans un autre pays en Afrique? Est-ce qu'il faut nécessairement aller à l'étranger? Parce que tu as eu ton expérience à toi, il y a tes enfants aussi, et tu as certainement aussi autour de toi des parents, des amis, d'enfants qui ont voyagé. Est-ce que tu penses au final, avec le recul, qu'il faut nécessairement poursuivre ses études à l'étranger, peu importe où, aux États-Unis, au Canada? Je pense que avoir la chance d'aller étudier à l'étranger, c'est quelque chose de très bien, de recommandable. Mais le conseil que je vais donner, c'est que si vous êtes béninois, essayez d'avoir d'abord le bac ici au Bénin avant de chercher à aller continuer vos études à l'étranger. Parce qu'on a un très bon niveau de formation ici au Bénin. Notre bac est parmi les bacs les plus reconnus parce que le béninois qui se retrouve dans les universités étrangères, il ne fait pas pied de figure. Le béninois qui a fait son bac au Bénin, qui se retrouve dans n'importe quel système éducatif du monde, s'en sortira. Parce qu'on a un niveau quand même élevé pour le bac du Bénin. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, si quelqu'un peut faire des études à l'étranger, qu'il ait d'abord son bac, normalement, au Bénin, avant d'émigrer dans un pays, je veux dire, pour continuer ses études. Mais continuer ses études, ça a son avantage. Je veux dire, continuer les études à l'étranger, dans un grand pays, a son avantage. Parce que, regardez la situation dans laquelle le Bénin se trouve aujourd'hui. Nous sommes pratiquement dans une situation où l'État ne recrute plus. Les entreprises privées ne se créent pas, ne poussent pas comme des champions. Et celles qui existent n'ont pas de capacité illimitée de recrutement. Donc, la jeunesse qui est formée actuellement, elle est laissée sur le carreau. Les gens qui sont restés au Bénin, qui ont fait leurs études au Bénin, quand ils finissent, ils ne trouvent pas de débouchés. Et ils sont obligés eux-mêmes de créer leurs entreprises, d'essayer de faire quelque chose. Mais ça ne marche pas aussi toujours. Parce que pour créer l'entreprise, il faut avoir un peu de moyens, tout ça. Donc c'est difficile. L'une des portes de sortie, c'est ceux qui vont à l'étranger. La preuve, c'est que quand tu prends 10 personnes qui vont faire des études à l'étranger, c'est rare de voir ceux qui rentrent, parce qu'ils vont rentrer pour faire quoi? S'ils ont la possibilité de faire leur vie ailleurs, ils vont rentrer peut-être, disons, pour passer les vacances, pour faire des investissements, ayant gagné de l'argent à l'étranger, mais ils rentreront pas pour dire, je vais chercher du travail au Bénin parce qu'il n'y en a pas. Donc c'est toujours bon, si on a les moyens, de sortir après le bac, pour aller faire ses études. Et après, tu as la possibilité, tu as déjà vu l'âge sur
l'univers, sur le monde entier, tu vois, là où tu as les possibilités de pouvoir t'accomplir. Ce n'est pas nécessaire, c'est pas parce que tu es béninois que tu vas nécessairement venir t'accomplir. S'il y a les opportunités en toi, tu rentres ici, à part là où tu es, si tu as des opportunités là où tu es, tu restes là-bas, sans oublier ton pays. Tu peux rester là-bas et aider ton pays. Tu peux rester là-bas et investir au Bénin. Mais venir grossir le nombre de chômeurs, je pense que c'est pas une bonne idée.